Alors non, messieurs, dames, ne rêvez pas et ne vous enthousiasmez pas trop, hein. Je ne reviens pas dans la critique de film. Ceci est une sorte de bonus, finalement. Et quand on voit la qualité de Jurassic World 3, de toute façon, c'est peut-être mieux d'avoir des bonus. Critique, effectivement, à chaud pour uniquement Avatar 2 et Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, parce que de toute façon, c'est des films qui me tiennent à cœur, et parce que c'est les deux seuls films que je me permettrai de critiquer de cette manière, un petit peu à l'ancienne. Voilà, cet hiver, on est old school et on adore ça. Donc ne vous enthousiasmez pas, ce sera juste pour ces deux vidéos. Cela dit, je viens de regarder la bande-annonce de 65 avec Adam Driver versus des dinosaures. Je vous avoue qu'a priori, sur un malentendu, ça peut marcher aussi. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, le retour épisodique, vraiment très épisodique des critiques pour Avatar 2. Avatar, la voie de l'eau, The Way of Water. Et si vous voyez mon décor qui ondule un petit peu comme une vague, sachez que ce n'est pas parce que j'ai voulu faire la forme de l'eau, les vagues, l'océan, etc. Non, pas du tout, c'est juste que ma caméra a des problèmes en ce moment. De toute façon, c'est un truc qualitatif. Si j'avais voulu le faire moi-même, je n'y serais pas arrivé. Et pourquoi revenir à ces critiques pour Avatar 2 et pour Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 qui arrivera, je crois, au mois de mai? Puisque justement, j'avais dit que Jurassic World 3 bouclerait la boucle des critiques. Moi, je considère beaucoup plus les deux vidéos que je vais vous faire là comme des bonus, parce que c'était des films que j'attendais énormément, que j'attends toujours pour Les Gardiens, et Avatar 2, plus encore, après 13 ans d'attente, quand je me suis rendu compte que j'avais à peine 15 piges à l'époque du premier, ça m'a fait un choc. C'était l'événement de cette fin d'année, c'est peut-être même l'événement mondial, l'événement cinématographique à ne pas manquer pour toute l'ambition d'un visionnaire, d'un ingénieur en cinéma, j'ai nommé James Cameron, ce qui avait déjà été le cas pour le premier Avatar, un film qui n'a absolument pas vieilli, il était ressorti récemment au cinéma en version remasterisée, sauf que cette fois on avait des promesses de nouvelles révolutions, évidemment techniques, avec par exemple de nouvelles caméras spécialement adaptées pour filmer sous l'eau, enfin c'est dingue. Une envie aussi, pour la première fois au cinéma, d'avoir une HFR variable, c'est-à-dire des changements d'image et des changements de frame vis-à-vis d'un même film. On filme parfois en 24 images par seconde, et pour rendre les scènes d'action un petit peu plus fluides, etc., on va aussi par moment osciller entre 48 voire 60 images par seconde au sein d'un même film. Donc il y avait énormément de choses qui étaient hyper intéressantes. Et puis évidemment, le retour d'un casting de gala qui avait transmis énormément d'émotions derrière l'œil de Cameron. Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, accompagné de nouvelles têtes comme Kate Winslet ou Cliff Curtis, habitués ou non du réalisateur, de quoi donner envie et curiosité au-delà de l'aspect technique. Moi qui suis aussi un immense fan du monde aquatique, des documentaires sous-marins, des documentaires sur les océans, etc. C'est vraiment quelque chose que je trouve extraordinaire. Je trouve que les univers sous-marins, l'océan, tout ce qui est ambiance aquatique, c'est quelque chose qu'on connaît très peu, mais que j'aimerais beaucoup plus voir approfondi. Ça fourmi de mystère, de beauté, etc. Et voir James Cameron, avec sa qualité technique, avec ce qu'il est capable de faire aujourd'hui, mettre justement un zoom à Pandora sur quelque chose qu'il a lui-même créé, il y avait un côté créatif à Avatar qui était extraordinaire, et le jumeler justement à cet environnement océanique, ça ne pouvait que me passionner. Que donne donc ce Avatar, la voie de l'eau? Oui, ça a été une immense claque dans la gueule. On pourra reparler de 2-3 petits défauts à la fin de la vidéo. Je vais le scinder en deux parties. La première sur la réalisation de la technique, la deuxième sur le scénario. Mais quelle créativité, quelle claque, quelle gifle, quel putain de James Cameron. Faudrait que ce mec vive 162 ans. And I need you to be strong. Et alors effectivement, la première thématique de cette vidéo, le retour du roi James Cameron, le retour de la créativité, le retour à Pandora, ces nouvelles techniques, ces nouvelles images, cette nouvelle donne. Est-ce que le film est à la hauteur, ne serait-ce que visuellement et dans sa réalisation des attentes? Oui, sans aucun problème. Quand vous allez voir Avatar, je pense que James Cameron a réagi à ce qui est peut-être pour moi le plus beau dans le cinéma, c'est-à-dire le voyage. C'est de loin la plus grande réussite de son œuvre et ça passe par sa réalisation, sa révolution visuelle et l'âme qu'il véhicule au film. Une immersion fantastique, maîtrisée et presque réaliste de cet univers. Ce côté presque parfois documentaire, ce côté ultra féerique, extrêmement poétique qu'il est capable d'apporter aussi par sa mise en scène, par le choix chirurgical du moindre plan. Il faut savoir que l'une des immenses qualités du film, qui dure pourtant plus de 3 heures, je trouve que c'est son rythme, puisqu'il est scindé en plusieurs actes bien spéciaux
au sein d'un même film. On aura toute une première heure à peu près qui sera une immense introduction. Cette vidéo est sans spoiler, donc vous inquiétez pas, je ne spoilerai pas. Mais on a une immense introduction d'à peu près 1 heure dans la forêt pour arriver justement aux conclusions du premier film et puis à l'avancée de ce qui s'est passé après le premier film. Une péripétie principale au bout d'1 heure qui amène justement les personnages à migrer vers ces zones océaniques. Et c'est là justement que le spectateur va reprendre un second souffle et va reprendre un vent nouveau pour découvrir tous ces environnements où visuellement, d'un point de vue esthétique, sur le jeu des couleurs, sur le jeu des lumières, sur la photographie, d'un point de vue visuel et d'un point de vue de réalisation, c'est absolument extraordinaire. C'est la question effectivement que tout le monde se posait avant d'aller voir Avatar 2. Est-ce que ce sera une révolution visuelle? Je trouve que justement, dans les techniques qu'il a abordées de manière de réalisation pour filmer sous l'océan, dans les effets spéciaux, dans les effets visuels, dans tout ce qui est motion capture, où on a vraiment sur le regard des personnages, sur le visage, sur la fluidité de leurs exécutions, etc., quelque chose de techniquement extraordinaire. Moi, je sais que le personnage de Kiri m'a énormément touché, m'a énormément marqué dans l'œuvre, et on retrouve pareil, enfin c'est ça que j'ai trouvé très très fort, ne serait-ce qu'un détail, mais on a, je trouve, cette sensation de revoir une Sigourney Weaver jeune. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait que la recréer d'un point de vue Avatar pour le deuxième, mais on l'a presque recréé avec ses mimiques, ses attitudes d'une Sigourney Weaver beaucoup plus jeune, où il a réussi à recapter ça, recapter cette émotion, cette tendresse, ce que dégage le moindre personnage de façon encore plus bluffante et réaliste qu'auparavant. Alors mention spéciale à Zoé Saldana et Neytiri quand même, qui est fantastique de douceur et de jeu animal qui lui convient tant, parce qu'il y a aussi les comédiens derrière qui font un taf fantastique. Il y a quelque chose d'absolument phénoménal qui s'est dégagé d'un point de vue visuel, et oui, effectivement, comme il y en a tous les 5 ans, tous les 10 ans, tous les 15 ans, la plupart du temps, on retrouve toujours plus ou moins les mêmes quand on parle de visuel ou d'esthétique ou de mise en scène ou voilà de créativité d'univers. Souvent Steven Spielberg, on va avoir un petit peu de Nolan, on a aussi beaucoup de James Cameron. C'était le cas avec Terminator 2, ça a été le cas avec Aliens, ça a été le cas avec Titanic évidemment et ensuite avec Avatar. On a affaire à une vraie vision artistique, une création contemplative, une immersion hors norme. Il y a d'ailleurs énormément, vous le verrez, de James Cameron dans Avatar 2. On retrouve l'environnement océanique et tout ce qui va être justement son rapport à l'eau qui est très très important, qui est là dans quasiment tous ses films, que ce soit dans Aliens où c'est très suggéré, notamment quand Newt va être enlevé par un alien, ou alors quand c'est des propositions qui sont beaucoup plus clinquantes, c'est-à-dire Abyss, Titanic, où là on le voit véritablement. Il y a énormément du cinéma de James Cameron, on sent qu'il se fait plaisir dans Avatar 2 et dans ce rapport à l'eau, notamment dans l'acte final qui est même dans la musicalité, c'était pas facile de passer après James Horner d'ailleurs, et je trouve que la musique d'Avatar 2 est absolument somptueuse. La dernière scène d'Avatar 2 est très 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 proche de Titanic, au plan près. Voilà, je vous donne pas de spoil, mais si vous voyez le plan où Rose et Jack sont en train de couler avec le Titanic, et que le Titanic termine de couler avec eux justement au sommet et qui vont prendre plein d'eau sur la gueule puisqu'ils vont être aspirés sous l'eau, il y a un plan qui est quasi similaire justement dans Avatar 2. J'ai trouvé ça assez drôle, mais encore une fois, le rapport à l'océan, on voit que c'est un monde qui parle à son auteur, à James Cameron, on voit que c'est quelque chose qu'il maîtrise énormément, et alors ça te donne un panel, enfin c'est là aussi que moi j'ai adoré Avatar, j'adore le premier, j'ai hâte d'avoir le prochain jeu, puisqu'un jeu normalement devrait sortir très prochainement sur l'univers en FPS de Pandora, où on sera justement sur le contrôle d'un navire, etc. Moi c'est quelque chose qui me fascine en fait, c'est cet enrichissement d'univers, à quel point il est capable de créer quelque chose, et c'est rare, les gens, encore plus aujourd'hui en 2022 évidemment, alors il reprend quelque chose qu'il avait déjà étudié il y a 13 ans, mais il va totalement le remanier pour un panel de faune et de flore absolument extraordinaire, et en tant que spectateur, tu voyages, et c'est aussi ça le cinéma. C'est vrai que c'est aussi ça, on y reviendra après dans le scénario, un bon scénario, c'est aussi de la créativité de mise en scène, et c'est aussi de la créativité filmique qui va se mettre au service de nouveaux décors, de nouveaux environnements, de nouvelles créatures, où le spectateur est capable, et c'est la grande force je trouve, grâce aux effets spéciaux, grâce aux effets visuels qui effectivement sont révolutionnaires, grâce au HFR, en passant de 24 à 48 ou 60 images par seconde, où je trouve que c'est très fluide, et justement ça te permet encore plus d'apprécier Avatar, puisqu'on va justement aller dans ce que j'appelle cette frontière du réel, où par moment, notamment sur les effets spéciaux et les animatronics, on est aux frontières de cette réalité. On ne sait plus si on est devant des effets spéciaux ou si on est devant des animatronics ou quelque chose qu'on peut voir et toucher, chose que n'avait pas réussi par exemple le dernier Jurassic World, chose que finalement très peu de films aujourd'hui peuvent réussir à concevoir. Alors là, on a 400 millions de dollars de budget, donc forcément je pense que James Cameron il a eu les moyens, mais c'est vrai que d'un point de vue créatif, on est capable de voir et toucher les choses. Il a littéralement créé
un univers. Je pense notamment aux scènes entre l'un des fils Tully et Payakan, un Tulkun de Pandora, où visuellement c'est hallucinant de détails et où on se demande si c'est un animatronics, un CGI ou une vraie créature. Chose d'autant plus remarquable que le lore vis-à-vis de lui est hyper intéressant et vis-à-vis des navis. Les mouvements des créatures sont travaillés, leurs déplacements, leurs rites, etc. Enfin, c'est hyper documentarisé. Et ça se joue aussi sur une multitude de détails. Je parlais justement du regard, des visages, de tout ce qui va être le travail de Sigourney Weaver, mais de tous les autres protagonistes, où il y a vraiment une empathie très rapide. Je trouve, justement, vis-à-vis des fils et des filles de Jack Sully, on a une empathie immédiate pour ces protagonistes-là. Mais même au niveau du nouveau peuple, du peuple des clans des mers, justement, comme on les appelle, il y a aussi cette technique de James Cameron pour fourmiller de détails sur les différences qu'on va avoir entre clans Na'vi, avec les pattes, avec la queue, avec justement ces signes tribaux, etc. Des corps qui sont pas tout à fait les mêmes, des campements, etc. qui sont radicalement différents, des scènes qui sont absolument bluffantes sous-marines, et on a cet enchevêtrement de détails, voilà, toute cette multitude de détails qui s'offrent au spectateur pour donner quelque chose à la fois phénoménal pour le spectateur de revenir à Pandora, mais aussi de complètement nouveau. Et vous verrez qu'effectivement, c'est un film qui, d'ailleurs, est parfois violent. J'ai trouvé qu'il y avait certaines situations et certaines séquences assez violentes pour un Avatar. C'est un film qui continue dans l'orée de sa poésie, avec notamment plusieurs questions autour de certains personnages. Alors je spoilerai rien, mais ça concerne principalement le personnage de Kiri. On continue un petit peu cette idéologie de naviguer entre poésie réelle et mystique. Il y a énormément de choses mystiques qui vont arriver, il y a beaucoup de spiritualité qui se dégage, peut-être un petit peu moins que dans le premier, où là c'était vraiment de la découverte, mais dans le deuxième, il y en a aussi quand même pas mal, et il y a énormément de poésie qui vont être principalement dues justement aux personnages, et on va en parler, puisque effectivement ça va faire partie de cette deuxième thématique centrée sur le scénario et les protagonistes. And I need you to be strong. Comme je le disais, quand on va voir Avatar 2, pour moi, on n'est pas du tout devant un remake de Pocahontas, etc. Enfin, j'ai vu beaucoup de remarques sur pourquoi Avatar était tant détesté, pourquoi les gens adorent fracasser Avatar, notamment pour le scénario, ça raconte rien, c'est super faible, c'est que visuel, c'est Pocahontas, ceci, cela. Là-dessus, la réponse, elle est non. Alors pour moi, elle est non, et de manière hyper radicale. Avatar, déjà le premier et même encore le deuxième, est bien plus intéressant que ça. Pour les raisons que je citais tout à l'heure. Créer un univers, développer un univers, présenter un univers au spectateur de façon réaliste et crédible, c'est aussi un scénario, c'est aussi du cinéma. Faut pas oublier que le premier Avatar, c'était aussi une superbe histoire d'amour. Ici, l'amour perdure, mais on va surtout avoir un film orchestré autour d'une thématique beaucoup plus familiale. Les enjeux et rapports familiaux Na'vi, comment devenir un homme, comment être père, les difficultés d'être des enfants métissés, parfois sans avoir connu leurs parents, des enjeux sur les différences, la passion, et cet esprit de famille ultra émouvant, aux scènes parfois très dures et surprenantes, et archi-prenante émotionnellement. Effectivement, dans les points négatifs du film, on a 2 ou 3 situations un petit peu ta gueule c'est magique, c'est-à-dire des protagonistes qui débarquent, dont on ne sait pas vraiment où, parce que bon, ça a été fait entre le 1 et le 2, avec des continuités narratives un peu étonnantes, beaucoup de raccourcis scénaristiques, encore une fois, pour faire la bascule entre le premier et le deuxième, quelques petites facilités, quelques petites redondances. Effectivement, quand on va arriver du côté des clans des mers, il va y avoir tout ce rite initiatique des personnages Omaticaya, donc c'est-à-dire des personnages de Jack Sully, de Neytiri et de ses enfants, pour apprendre justement la vie aquatique, la vie océanique, la vie de ces clans-là. Donc à partir du moment où on a passé à peu près 1 heure de film et qu'on arrive sur ces thématiques, oui, il y aura pas mal de redondance avec ce qu'on avait dans le premier, c'est-à-dire de l'apprentissage, apprendre. Mais c'est exactement ce qui fait le film. Laisser part belle aux nouveaux personnages, aux héritiers, là où par exemple Neytiri est un peu en retrait de l'œuvre, découvrir les enjeux des nouveaux peuples, etc., c'est la direction majeure et réussie du cinéaste. Sur tout ce qui concerne les batailles, effectivement, et les affrontements contre les humains, c'est quasi similaire au premier. Là, c'est vrai que pour le coup, on s'est pas trop cassé la tête. Les humains reviennent sur Pandora parce qu'ils cherchent une planète pour accueillir de nouveaux humains. Pourquoi pas? Enfin, c'est vrai que c'est très simple, mais d'un autre côté, cette simplicité narrative des antagonistes, notamment mêlés à tout ce qui va être le personnage du colonel qui va revenir, je ne dirai rien pour éviter les spoils, mais c'est pas ce que j'ai préféré dans l'œuvre, parce que je trouve que la trame narrative est un peu tirée par les cheveux, arrive un petit peu de nulle part et n'est pas forcément très utile. C'est vrai que ça, on peut le laisser de côté. Maintenant, le scénario d'un film n'est pas uniquement ça. Encore moins quand on parle d'Avatar. Même si on peut souligner un effort de nouvelles machines de combat humaines et des faits de vie, comme de la chasse, etc., c'est vrai que la vendetta du colonel et son twist vis-à-vis d'un autre personnage restent raccord avec l'idéologie familiale de l'œuvre, sans que ce soit hyper prenant. Puisqu'Avatar, ça va être aussi de l'apprentissage, ça va être aussi un film extrêmement poétique sur les valeurs de la famille, sur les différences entre types de clans, et comme je le disais, sur toute cette découverte
qui va être la découverte d'un nouveau Pandora, à faire en sorte que le spectateur se considère presque partie du clan. Il y a une formule de mise en abîme vis-à-vis du spectateur qui est évidente, avec un enrichissement encore une fois de personnages, de situations et d'exploitation d'univers qui ne se résout absolument pas, je trouve, au côté visuel. Parce qu'on est dans un film qui va mélanger les cultures. Ces différences de culture, ces différences d'environnement, d'atmosphère, d'animaux, de manière de vivre, etc. Tout évidemment mis au service des noix, donc tout finalement mis au service de cette spiritualité. C'est ça que j'ai aimé dans Avatar, La Voix de l'eau. C'est pour ça que je trouve que James Cameron est un visionnaire. On a évidemment une réalisation léchée, mais pour moi, et il l'a démontré dans tous ses autres films, notamment Alien qui crée à lui seul un lore xénomorphe, le mec va bien au-dessus de ça. James Cameron, pour moi, c'est vraiment un immense créateur. Ne serait-ce que la scène d'introduction d'Avatar 2 qui est par moments très proche de Terminator, ou de Terminator 2 en l'occurrence, où il reprend un petit peu de son cinéma. On l'a vu avec tout son éventail cinématographique, c'est quelqu'un qui crée. C'est un visionnaire, c'est un ingénieur pour moi, c'est un ingénieur du cinéma. Et avec Avatar 2, on voit d'autant plus qu'il a encore travaillé son ingénierie, et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner votre point de vue. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce deuxième Avatar? Êtes-vous allé le voir? Pensez-vous qu'il sera capable de détrôner des records au box-office? Je suis relativement content, je suis allé le voir le jour de la demi-finale France-Maroc. La salle était pleine à 13h et à 16h. Donc globalement, c'est que même dans une petite ville comme Royan, c'est un film qui à mon avis va déchaîner les foules et les passions. Et il le mérite, donc j'espère vraiment qu'il en sera capable. Hâte évidemment de voir la suite, peut-être hâte d'avoir un univers un petit peu plus étendu aussi pour voir ce qu'il est capable d'offrir et ce qu'il est capable de donner, peut-être à travers d'autres films, peut-être via le jeu vidéo qui va arriver, peut-être par différentes sortes d'histoires. Je sais que certaines BD, certains comics aussi, je sais pas s'ils sont canons avec le lore du film, ont vu le jour vis-à-vis d'Avatar, mais en tout cas c'était évidemment la claque estimée, c'était vraiment très fort et j'ai adoré. Voilà, je me barre parce que putain, c'est super. Jeune âge, on apprend la consommation. On rend flou la limite entre avoir et être. Bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître. Puis quand celui-ci met en place des bases, expande et en démol, pose leur...